Population bonjour, je me présente, moi c'est Pof. C'est la première vidéo de la chaîne et je me suis dit, 2021 vient de se terminer, donc on va commencer par décerner quelques prix. C'est totalement subjectif, je me base sur mes goûts perso, il y a des choses que j'ai appréciées, d'autres beaucoup moins, on va en parler. Mais avant de passer au POF Award 2021, je vais te parler un petit peu du contenu qui va arriver sur cette chaîne. Évidemment, on va parler catch, c'est le but. Je vais te proposer des vidéos sous forme de top. Mes prédictions pour chaque pay-per-view WWE et AEW. Je regardais la ROH, malheureusement, ils sont en stand-by pour le moment. Je suis pas trop catch nippon. Tout ce qui est New Japan et d'autres youtubeurs le feront mieux que moi. Donc on va se concentrer principalement sur WWE, AEW, peut-être Impact s'il y a des choses intéressantes qui se passent. Et sans oublier, je vais te présenter un mode univers sur WWE 2K20 pour commencer. Et on enchaînera à la sortie de 2K22 que je te proposerai sur PS5. Donc tu auras Raw le lundi, NXT le mardi, SmackDown le vendredi et des pay-per-view le week-end en fonction du calendrier de ce mode univers. Donc tu auras, je pense que ce sera au moins 4 à 5 vidéos semaine. Donc on va charbonner. Je te souhaite évidemment un bon début d'année 2022 au passage. Et je pense qu'on a fait le tour de cette présentation rapide. On va pas s'éterniser là-dessus. Et on passe directement au POF Award. C'est parti. Et on commence avec la première catégorie. Ma superstar masculine de l'année. J'ai longtemps hésité entre deux champion. Et mon choix s'est finalement porté sur Kenny Omega. Bon, il n'est plus champion à l'heure actuelle, mais il a tout raflé cette année. Champion de la AAA, champion d'Impact, champion du monde de la AEW. C'est Elturn qui a tout fracassé. Ce changement de look, les cheveux en noir, la petite barbe taillée à la Triple H version old school. Kenny Omega nous a sorti une monstrueuse année. Il a perdu ce titre récemment au profit de Hangman Page. Là, il va prendre certainement un peu de repos parce qu'il catchait avec une douleur au niveau du dos. Il a eu de nombreuses blessures, mais il a continué. Il a charbonné toute l'année. Et évidemment, je ne pouvais pas choisir quelqu'un d'autre. J'ai hésité longtemps avec Roman Reigns, qui a sorti aussi une très très grosse année, mais Reigns catch assez peu en weekly, et Kenny Omega c'est du 5 étoiles limite à chaque match, donc j'ai décidé de choisir Kenny Omega. On passe à ma superstar de l'année du côté de la division féminine, Bianca Belair. Bianca Belair remporte le Royal Rumble, devient championne lors de la première soirée de WrestleMania dans le main event. Un super match contre Sasha Banks. Elle enchaîne un règne assez solide où elle est construite assez forte. Le couac, c'est la fin de son règne. Elle se fait squasher en quelques secondes face à Becky Lynch qui fait son retour à SummerSlam. Après bon, c'est un peu le déclin au niveau du push. C'est clairement Becky Lynch qui reprend le leadership de la division féminine. Mais Bianca Belair a sorti une très très bonne première partie d'année, en sortant toujours des matchs plus que corrects. C'est un mélange de technique et de puissance. J'aime beaucoup, franchement elle dégage quelque chose, un certain charisme
Bianca Belair, c'est clairement une des superstars que jamais suivre du côté de la NXT. Et elle a réussi hein, sa transition dans le main roster. C'est pas le cas de toutes les superstars, que ce soit masculines ou féminines. Mais pour Bianca Belair, ça se passe plutôt bien pour le moment. On passe à la 3e remise de prix. Mon équipe de l'année. J'ai décidé de choisir les Young Bucks. Nick et Matt nous ont sorti une belle année. Ils remportent les titres début novembre à Full Gear en battant FTR. Et ils ont sorti des défenses de titres relativement... comment choisir le terme exact, je dirais spectaculaire. Des matchs toujours très overbookés, avec des finishes de partout, des prises de risques. Ils nous sortent de très très bons matchs hein, contre Moxley et Eddie Kingston, Chris Jericho et MJF. Le match récemment contre Christian et les Jurassic Express, où ils sont en équipe avec Adam Cole. Les Bucks, c'est clairement une super équipe. Là aussi, j'ai hésité un petit peu avec les Usos, qui sont aussi un pétri de talent. Mais les Bucks, voilà quoi, c'est l'élite. Ils ont aussi effectué leur L-turn avec Kenny Omega. Leur changement de look, ils arrivent à se rendre détestables dans leur façon de faire, leur gimmick les rend vraiment arrogants. Et c'est ça qu'on aime, hein. Personnellement, c'est ce qui me plaît chez eux. Le catch, c'est du catch champagne. Et je pense qu'ils sont en grande partie dû à la très très bonne exposition du catch par équipe du côté de la AEW. Et on passe à une catégorie un petit peu particulière. C'est la bonne surprise de l'année. C'est quelque chose auquel je m'attendais à pas grand chose. J'avais très peu de hype. Et au final, j'ai été agréablement surpris. Ce n'est pas une superstar, une équipe ou... C'est un pay-per-view. Et je vais te parler de Crown Jewel. Les années précédentes, c'était très très moyen. Mais cette année, on a eu de très très bons matchs. Un show assez bien construit, avec une carte assez homogène. Je vais pas t'énumérer chaque match. Mais c'est une bonne surprise. Franchement, comparé aux années précédentes, c'est selon moi l'un des meilleurs pay-per-view de l'année côté WWE. Tout simplement. C'est ma petite déception de l'année. Je te le disais dans l'intro, hein, il y a des choses qui m'ont beaucoup moins plu. Et ça en fait partie. C'est la refonte de la NXT vers NXT 2.0. Le show jaune est devenu le show arc-en-ciel, multicolore et ainsi de suite. La WWE a décidé de se diriger vers une direction beaucoup plus type WWE, alors que l'ancien format, c'est ce qui faisait le charme de NXT. Ce catch un petit peu plus, je vais pas dire indépendant, mais plus proche de l'action, beaucoup moins de storyline un peu bidon. Et là, le roster change, les têtes d'affiche changent. Il y a de bonnes surprises, hein, évidemment. Tu as des superstars assez talentueuses qui commencent à éclore et ça apporte un petit vent de fraîcheur, c'est pas le problème. Mais tu as beaucoup de choses qui changent trop vite. NXT perd son identité et j'ai peur que la qualité commence à décliner au fil des semaines, voire des mois. Et ça m'inquiète parce qu'NXT c'est le programme qui me plaît à la base le plus côté WWE. Et j'avoue que depuis quelques semaines, je suis un peu mitigé, franchement.
Et on va passer au push de la saison. J'ai décidé de choisir Adam Page. Le cas d'Adam Page est assez particulier. La AEW ne s'est absolument pas précipité avec lui. Il termine son run en équipe avec Kenny Omega. Ils ont une petite rivalité assez sympa où Adam Page est un peu le cow-boy à moitié ivrogne. Bon, passons. Il enchaîne un petit passage, je vais pas dire à vide, mais moins bien. Il devient allié avec le Dark Order. Petite blessure, 2 mois d'absence. Il revient, il remporte la Casino Battle Royale et devient aspirant pour le titre. Et là, récemment, il devient champion en battant Kenny Omega. Et je suis impatient de voir la suite de son règne. Là, il rentre en rivalité avec Bryan Danielson, où ils nous ont déjà sorti un match assez costaud à Winter is Coming. Match qui s'est conclu sur un nul, au bout du temps réglementaire de 60 minutes. J'espère que la AEW va lui donner un règne assez important. Et j'avoue que je suis assez curieux de voir la suite. Déjà avec Danielson, voir ce que ça va donner. Et pourquoi ne pas le faire rivaliser avec des gars comme Punk ou MJF. J'aimerais beaucoup, personnellement, voir MJF devenir champion au courant de l'année 2022. On passe au flop de l'année. J'ai décidé de donner ce prix assez malheureux à Keith Lee. J'avais beaucoup de hype sur ce lutteur. Il nous a sorti un run à la NXT plus que convaincant. Champion nord-américain, double champion en remportant le NXT Championship. Il passe en main roster. Des débuts assez convaincants où il se confronte avec Drew McIntyre. Il commence en étant un gars assez solide et après c'est le déclin. Il enchaîne les feuds pas intéressantes, mais vraiment pas intéressants. Après on le voit plus pendant X semaines. Au final il revient avec elle tourne un petit peu enclenchée. Il change de nom en s'appelant Birkat Lee. Et au final, il se fait dégager 2 semaines après. Donc l'utilisation de Keith Lee est assez catastrophique, je dirais même. La WWE a complètement merdé. Il arrive en main roster, on change son theme song. On lui change de look avec ce short plus ample, ce Marcel. Tout simplement pour un côté esthétique, parce que je sais plus... C'était parce que Vince McMahon trouvait qu'il n'était pas assez bien taillé physiquement, enfin, du Vince McMahon quoi. Donc j'avoue que je suis assez déçu, hein. J'espère qu'il rebondira autre part où il sera utilisé à sa juste valeur, parce que c'est vraiment un gars rempli de qualité. On passe à ma révélation de l'année, et ça se passe du côté de NXT. Je le disais, hein, il se passe pas que des mauvaises choses à NXT 2.0. Et je vais te parler de Cora Jade. Cora Jade, c'est une petite meuf qui est assez intéressante. Elle tourne autour de la Title Pictures, pour le moment. Elle permet à son équipe de remporter le War Games. C'est un mélange entre, je dirais, un gimmick un peu à la Tegan Nox et un style un petit peu à la Page, vestimentairement parlant, hein, évidemment. Elle a un catch plus que correct. Je vais pas dire que c'est du catch 5 étoiles, hein, attention. Mais elle est chouette. Franchement, j'aime bien. Elle est mignonnette. Elle a son petit look un petit peu de skateuse. Elle arrive
à la manière de Derby Allin avec son skateboard, son petit bonnet. Je me demande si les officiels vont lui permettre de remporter le titre. Elle a un match triple menace qui arrive avec Raquel Gonzalez et la championne Mandy Rose. Donc pourquoi pas, ça pourrait être la bonne surprise de ce début d'année côté NXT. Personnellement, je l'espère. Hein. Je m'attends pas à un règne super long si elle vient choper le titre, parce que bon, il y a quand même des nanas assez solides hein, côté NXT. Je pense à Yoshirai, Kelly Ray, Raquel Gonzalez. Et on va passer au choc de l'année. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées durant cette année. Et là, on va se concentrer sur la situation de la WWE. Évidemment, il y a eu beaucoup de licenciements durant l'année. Et je dois avouer que il y a certains départs qui m'ont causé un petit choc, on va dire. Hein. Des top stars auxquels je m'attendais absolument pas. Je suis pas forcément fan de tout le monde, hein, évidemment, mais quand tu vois des noms comme Nia Jax, ancienne championne, du côté de la division féminine, soit en solo ou par équipe, Braun Strowman, qui était main eventer, Bray Wyatt, le gâchis total. Bon, évidemment, tu as des superstars très intéressantes, beaucoup moins exploitées, je pense notamment à Keith Lee. Mia-Yim qui ça n'a même pas eu le temps d'éclore hein. Mia-Yim, elle a fait quelques trucs intéressants mais vraiment très peu du côté des NXT en main roster. Ils l'ont foutu en rétribution, après ils l'ont enlevé, après ils l'ont plus jamais utilisé et c'était fini. John Morrison qui revient et au final son équipe se dissout avec le Miz, il se fait défoncer, après il prend son espèce de gimmick de gars qui fait du yoga, et après, à la poubelle. Je pense notamment à sa compagne, Taya Valkyrie, qui était Frankie Monet, du côté de la NXT. Là aussi, un run très peu intéressant. Elle a eu un match contre Raquel Gonzalez, si mes souvenirs sont bons, pour le NXT Women's Championship. Ça n'a pas été concluant, et hop, on la dégage aussi. Karrion Kross, qui aussi est construit comme un monstre du côté de la NXT. Il débarque dans le main roster avec son casque de gladiateur à la con, et au final, le mec disparaît comme ça du jour au lendemain sans Scarlett, évidemment, qui était sa manageuse du côté de NXT, qui n'est même pas apparue en main roster. Donc il y a beaucoup de départs qui m'ont surpris. Je pense que je suis pas le seul. Tu as vraiment à la limite, je vais dire, les licenciements à la WWE depuis quelques années. Je vais pas dire que c'est normal, mais c'est une question d'habitude. Chaque année, on sait que il va y avoir quelques départs. Et là, voir des gars aussi bien placés partir, c'était plus que surprenant. Donc voilà, c'est mon petit choc de l'année, on va dire. On passe à l'avant-dernière récompense, et c'est ma rivalité de l'année. J'ai hésité. Il y avait des rivalités qui m'intéressaient beaucoup. Kyle O'Reilly contre Adam Cole. Mais j'ai choisi Bobby Lashley contre Drew McIntyre, qui est selon moi la rivalité la plus intéressante de la route vers WrestleMania et un peu après. Drew McIntyre a un règne de champion de la WWE très convaincant. Le Miz réussit à récupérer la mallette de Otis. D'ailleurs, Otis, Mr. Money in the Bank, c'est l'erreur de casting. Hein. Franchement, ça sentait le plan foireux tout de suite. Une sorte d'accord se
se crée un pacte, on va dire, entre le Miz et Bobby Lashley. Lashley déboîte Drew McIntyre, qui permet à Mike Mizanin d'utiliser son contrat et de devenir champion. En échange, Bobby Lashley devait avoir une chance au titre. C'était très simple. Bon, le Miz essaye de contrer cet accord comme il peut. Et au final, c'est 1 ou 2 semaines après, à Raw, match de bûcheron, Bobby Lashley porte sa Hurt Lock et devient champion de la WWE. La route vers WrestleMania continue, et dans l'opener, c'est Bobby Lashley qui défend son titre contre Drew McIntyre, et Lashley qui conserve son titre à la surprise générale. J'avoue que je m'attendais à voir Drew McIntyre récupérer la ceinture, le retour du public à WrestleMania, ça aurait été le feel good moment pour pas mal de gens dans le public, mais au final, c'est une décision assez intéressante. On continue avec des segments assez rugueux entre les deux hommes. On incorpore Braun Strowman dans la rivalité qui mène à un triple threat match à WrestleMania Backlash. Bobby Lashley conserve à nouveau et on se dirige tout doucement vers Hell in a Cell. Hell in a Cell match. Dernière chance pour Drew McIntyre avec une stipulation particulière dans ce match. Si Bobby Lashley conserve, Drew McIntyre ne pourra plus être challenger tant que Bobby Lashley est champion de la WWE et Bobby Lashley remporte ce Hell in a Cell. J'ai trouvé la durée de cette storyline plus que correcte. 3 mois approximatifs, c'est exactement ce qu'il faut pour un champion de la WWE. Ça n'a pas été une feute de transition. Et je trouve que Drew McIntyre commençait un petit peu à devenir lassant en tant que champion. On a vite fait le tour, hein. Évidemment Drew McIntyre est super en tant que champion, c'est pas la question. Mais bon, tu voyais que ça commençait à tourner en rond, donc c'était une bonne décision. Bobby Lashley, accompagné de MVP, Cedric Alexander et Shelton Benjamin pour le Hurt Business, c'est quelque chose qui fonctionne super bien. D'ailleurs, à un moment, le Hurt Business s'est dissous. C'était une grosse erreur. D'ailleurs, la preuve, quelques mois après, le clan s'est reformé, et c'est une très bonne chose. Là, Drew McIntyre est passé du côté de SmackDown, et Bobby Lashley semble commencer un face turn progressif. On verra la suite. Mais c'est vraiment la rivalité qui m'a vraiment intéressé cette année. Et on arrive à la dernière catégorie de ces POF Awards 2021 avec mon match de l'année. Seth Rollins, Edge, dans un Hell in a Cell à Crown Jewel. Presque 28 minutes de kiff total. Edge est ma superstar favorite. Toute compétition, toute époque confondue. Je pourrais dire que dans le monde du catch, Edge est mon idole. Comme ça, les choses sont clairement dites. Seth Rollins est l'un des catcheurs de la nouvelle génération qui me plaît le plus. Techniquement, en termes de charisme, je trouve Rollins parfait. C'est le package total. Et j'avoue que quand les deux gars ont commencé à rentrer en rivalité dans cette route vers SummerSlam, dans ma tête, il y a une grande pancarte Dream Match qui a commencé à clignoter dans tous les sens. J'étais comme un dingue. Et ce premier affrontement entre les deux hommes qui a duré environ 25 minutes m'a laissé sur ma faim. Le match était loin d'être mauvais, mais je m'attendais à autre chose.
j'avoue déjà que le Orton Edge, c'était pas... Allez, je vais dire, je me suis pas tapé le cul par terre. Pourtant, je m'attendais à quelque chose de fou. Et j'ai trouvé le match de SummerSlam assez bon. Mais pas assez. Mais la rivalité a continué et à Crown Jewel, les deux hommes se sont affrontés une nouvelle fois dans la cage de l'enfer. Et là, on a assisté à un putain de match. J'ai adoré. Edge qui remporte ce dernier affrontement. Et je m'en lasse pas. Totalement, pour moi, c'est le meilleur match de toute l'année. D'ailleurs, je pourrais même dire que c'est le meilleur match de Edge depuis son retour. J'ai trouvé ça génial. Le triple threat match entre Bryan, Roman Reigns et Edge était très bon également. Mais le Hell in a Cell était quasiment parfait. Donc c'est mon match de l'année. La première vidéo de la chaîne touche à sa fin. N'hésite pas à me donner tes propres choix dans les commentaires. Et si mon contenu t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton petit pouce bleu, à faire partie de mes premiers abonnés, à activer la petite cloche si tu veux rien rater. Je t'annonce déjà que une vidéo prédiction pour Day One sort un petit peu plus tard dans la journée. Le mode univers sur WWE 2K commence lundi avec le premier épisode d'Euro. On se dirige doucement vers le Royal Rumble. Et je suis déjà en train de te concocter quelques vidéos sur le sujet. Je te souhaite une bonne fin de journée, un bon pay-per-view. Et je pense que c'est tout. C'était Pof. Salut.